Après mon divorce, mes parents nous ont demandé, à mes enfants et à moi, d'emménager chez eux. Mais quand mon frère a eu un bébé, mes enfants ont été relégués au sous-sol, pour que sa famille puisse prendre le dessus. Nous avons déménagé le jour même. J'ai 35 ans. Et, jusqu'à il y a 2 ans, je pensais avoir ma vie bien en main. Puis, mon mariage s'est effondré, et soudainement, je me suis retrouvé à faire les cartons de mes jumeaux de 10 ans, Lily et Owen, en essayant de trouver où nous irions ensuite. Mes parents nous ont offert leur maison, sans la moindre hésitation. « Venez vivre chez nous », a dit maman au téléphone, la voix empreinte de chaleur et d'inquiétude. « Les enfants et toi, vous pourrez prendre les chambres de l'étage. Ce sera parfait, le temps que tu te remettes sur pied. » À l'époque, cela m'a semblé être une bénédiction. Papa m'a même aidé à déménager nos meubles, et ils semblaient sincèrement ravis d'avoir leurs petits-enfants près d'eux, tous les jours. Les premiers mois ont été, à vrai dire, merveilleux. Les enfants se sont bien adaptés à leur nouvelle école, et j'adorais rentrer à la maison, après des gardes de 12 heures, pour les trouver en train de faire leurs devoirs sur la table de la cuisine, pendant que maman préparait le dîner. On se sentait en famille, dans le meilleur sens du terme. Mais j'aurais dû prêter davantage attention aux petites remarques, ces signes subtils qui auraient dû m'avertir de ce qui se préparait. « Tu sais, chérie, disait maman en pliant le linge, tu devrais peut-être songer à faire de nouvelles rencontres. Tu ne rajeunis pas, et les enfants ont besoin d'une figure paternelle. » Ou bien, papa mentionnait à quel point mon jeune frère, Ryan, réussissait vraiment bien dans son travail en marketing. Toujours avec ce ton, qui laissait entendre que je n'étais pas tout à fait à la hauteur. Ryan avait toujours été l'enfant prodige. De 3 ans mon cadet, il avait traversé l'université sans effort, tandis que je cumulais 2 emplois, pour payer mes études d'infirmière. Lorsqu'il a obtenu son diplôme, nos parents l'ont aidé à payer la compte de son premier appartement. Quand j'ai obtenu le mien, ils m'ont offert une carte, avec 50 € à l'intérieur. Mais j'avais fait la paix avec cela, depuis des années. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Les jumeaux semblaient plutôt heureux. Ils adoraient avoir leurs grands-parents autour d'eux, et j'étais reconnaissante pour cette aide. Je faisais des heures supplémentaires dès que possible, mettant de l'argent de côté sur un compte épargne. L'objectif était de rester peut-être 6 mois, juste le temps de me constituer un solide matelas financier, et de trouver l'endroit idéal pour nous. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que mes parents s'étaient, eux aussi, habitués à cet arrangement. Très habitués, même. « Rien ne presse », disait maman, chaque fois que je parlais de visiter des appartements. « Pourquoi payer un loyer, alors que tu nous aides ici ?» Et puis, les enfants adorent ça. Il était vrai qu'ils semblaient s'y plaire. Owen s'était fait un groupe d'amis dans le quartier, avec qui il jouait au basket au centre communautaire, et Lily avait rejoint la chorale de l'école. Pour la première fois depuis le divorce, ils avaient l'air posés. J'ai commencé à tenir un carnet, où je notais nos dépenses et nos objectifs d'épargne, consignant chaque détail de notre progression vers l'indépendance. C'est devenu un petit rituel, de mettre ces chiffres à jour chaque semaine, la preuve que nous bâtissions quelque chose de solide. Les enfants regardaient parfois par-dessus mon épaule, pour me poser des questions sur les calculs, et je leur expliquais comment nous économisions pour avoir notre propre chez nous, notre propre nouveau départ. Ce que je n'aurais jamais pu prédire, c'est à quel point tout allait radicalement changer, lorsque Ryan a appelé pour annoncer sa grande nouvelle. Je me souviens exactement de l'endroit où je me tenais dans la cuisine, lorsqu'il a fait cette déclaration, qui allait bouleverser tout l'équilibre de notre famille. Mais je m'avance un peu trop. L'appel a eu lieu un mardi soir, en mars. J'aidais Owen avec ses devoirs de mathématiques quand le téléphone a sonné, et maman a littéralement traversé la cuisine en courant, pour y répondre. Son visage s'est illuminé, d'une façon que je n'avais pas vue depuis des mois. « Ryan. »« Oh, mon chéri. » L'excitation dans sa voix était indéniable. « Doucement. Répète-moi ça. » Elle a attrapé le bras de papa, le tirant plus près du combiné. « Un bébé. » Oh, mon Dieu. J'ai regardé mes parents se transformer sous mes yeux. Papa s'est mis à faire les 100 pas, souriant comme s'il avait gagné à la loterie. Maman pleurait des larmes de joie, posant 1 million de questions sur les dates prévues et les rendez-vous médicaux. Lily et Owen ont levé les yeux de leurs devoirs, curieux de toute cette agitation. « Votre oncle Ryan et tante Cathy vont avoir un bébé », leur ai-je expliqué. Ils semblaient plutôt contents. Ils aimaient bien leur oncle, même s'ils ne le voyaient pas très souvent,
puisqu'il vivait à l'autre bout de la ville, avec sa femme depuis 2 ans. Ce que je n'avais pas prévu, c'est à quel point cette grossesse allait totalement absorber le monde de mes parents. En l'espace d'une semaine, maman avait acheté 3 livres sur la maternité, et s'était mise à appeler Cathy tous les jours, pour surveiller ses nausées matinales. Papa a commencé à faire des recherches sur le matériel de puériculture, avec la même intensité qu'il réservait autrefois à l'achat de voitures. Chaque conversation, d'une manière ou d'une autre, finissait par tourner autour du petit enfant à venir. C'est différent, m'a confié maman un soir, alors que nous débarrassions la table du dîner. Ne te méprends pas, j'aime Lily et Owen de tout mon cœur. Mais je travaillais à plein temps, quand ils étaient bébés. J'ai à peine pu profiter de leurs premières années, comme j'aurais dû le faire. Cette fois, je serai à la retraite. Je pourrais vraiment être présente. J'ai ressenti une étrange crispation dans l'estomac, en entendant ces mots. Elle avait été présente pour mes enfants, à sa façon, mais je comprenais ce qu'elle voulait dire. Ce serait son premier petit enfant, pour lequel elle pourrait être la grand-mère gâteuse, sans les complications liées aux exigences de sa propre carrière. Les changements ont commencé de manière subtile. Les dîners hebdomadaires au restaurant avec les jumeaux sont devenus moins fréquents, parce que Cathy avait besoin que maman la conduise à ses rendez-vous médicaux. La tradition des crêpes, le samedi matin, a été mise de côté, lorsque papa a commencé à monter un berceau, qu'il avait acheté des mois avant que le bébé n'en ait même besoin. Grand-mère est juste excitée, disais-je aux enfants, quand ils me demandaient pourquoi elle semblait si distraite dernièrement. Mais, en mon fort intérieur, je commençais à avoir l'impression que nous devenions des figurants, dans notre propre lieu de vie. Au moment où le petit Marcus est né, en octobre, la maison avait déjà été transformée. La salle à manger, que les jumeaux utilisaient pour leurs projets d'art plastique et leurs devoirs, est devenue une chambre d'enfant, équipée d'une table à langer, d'une chaise à bascule, et de plus d'articles pour bébé qu'un seul enfant ne pourrait jamais utiliser. La belle vaisselle a été reléguée au sous-sol, pour faire place au biberon, au lait maternisé, et à un système de stérilisation élaboré. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai tenu Marcus. Cette toute petite personne, absolument parfaite, avec les cheveux bruns de Ryan et le nez de Cathy. Il était magnifique, et je l'ai aimé instantanément. Mais observer mes parents avec lui, c'était comme observer des gens que je n'avais jamais rencontrés auparavant. Ils étaient totalement, absolument envoûtés. « Regarde ses doigts », murmurait papa, en laissant Marcus agripper son pouce. « Il va être tellement intelligent. » Je peux déjà le dire. Maman ne pouvait pas le poser. Elle annulait des projets avec ses amis, juste pour faire du babysitting, quand Ryan et Cathy voulaient une soirée en amoureux. Elle s'informait sur les cycles de sommeil et les routines d'alimentation, avec le dévouement de quelqu'un qui prépare ses examens finaux. Les jumeaux se montraient adorables avec leur nouveau cousin, mais je pouvais les voir assimiler ce déplacement d'attention. Un soir, Owen m'a demandé pourquoi grand-mère et grand-père semblaient aimer Marcus plus qu'eux. Ils ne l'aiment pas plus, lui ai-je assuré, bien que je n'en sois pas totalement certaine moi-même. Ils sont juste excités, parce que c'est un bébé. Tu te souviens de l'excitation de tout le monde, quand Lily et toi êtes nés. Mais au moment même où je prononçais ces mots, je savais que ce n'était pas tout à fait la même chose. C'est au Noël de cette année-là, que tout est devenu impossible à ignorer. J'avais passé des semaines à gérer prudemment mon budget pour les cadeaux, voulant m'assurer que les jumeaux passeraient une matinée magique, malgré tout ce que nous avions traversé avec le divorce. Je leur avais acheté un vélo chacun, du matériel de dessin, et des livres de leur liste de souhaits. Mais quand le matin de Noël est arrivé, le contraste était stupéfiant. Marcus, qui avait à peine 2 mois, et qui ne pouvait même pas focaliser correctement son regard, avait pourtant des cadeaux empilés autour de lui, comme s'il appartenait à la royauté. Une poussette haut de gamme, qui coûtait plus que ce que je gagnais en une semaine. Des vêtements de marque, qu'il ne pourrait plus porter d'ici 1 mois. Des jouets conçus pour des enfants ayant des années de plus que lui. Lily et Owen, eux, ont chacun reçu un petit cadeau de la part de leurs grands-parents. Une carte cadeau de 20 €, pour une librairie. Les livres sont importants, a déclaré maman d'un ton enjoué, en voyant mon expression. Nous voulons encourager leur lecture. Pendant ce temps, elle déballait le 16e cadeau de Marcus, un système de babyphone électronique, doté de capacités vidéo et d'une intégration pour smartphone. Les jumeaux ont géré la situation avec bien plus de grâce que moi. Ils ont poliment remercié leurs grands-parents, et semblaient sincèrement enthousiastes à l'idée de choisir de nouveaux livres. Mais j'ai observé le visage d'Owen,
quand papa a passé 20 minutes à installer le transat de Marcus, roucoulant sur la façon dont la fonction musicale allait favoriser le développement de son cerveau. Maman, m'a chuchoté Lily plus tard, alors que tout le monde s'affairait autour des premières photos de Noël de Marcus. Pourquoi Marcus a-t-il reçu autant de cadeaux, alors qu'il ne peut même pas encore jouer avec? Je n'avais pas de bonne réponse à lui donner. Les remarques ont également commencé à devenir plus acérées. Maman s'est mise à suggérer que je devrais peut-être faire quelque chose de différent avec mes cheveux, que j'avais l'air fatigué en permanence, et que je devrais envisager de me maquiller. Elle n'avait jamais critiqué mon apparence auparavant. Mais soudain, tout chez moi semblait inviter à des suggestions d'amélioration. Tu sais, si tu t'habillais un peu mieux, tu pourrais rencontrer quelqu'un, disait-elle pendant que nous plions le linge. Cathy a toujours l'air si tirée à 4 épingles. Tu pourrais peut-être lui demander des conseils. Papa a commencé à remettre en question mes décisions parentales, de manière plus ouverte. Quand je refusais d'acheter à Owen des chaussures de basket hors de prix, papa marmonnait que les enfants avaient besoin de se sentir en confiance, et que le bon équipement faisait toute la différence. Quand j'imposais des règles pour l'heure du coucher, il sous-entendait que j'étais trop strict, et que l'enfance devait être amusante. Mais le plus douloureux, c'était d'observer la façon dont ils interagissaient avec les jumeaux, par rapport à Marcus. Avec mes enfants, ils étaient des grands-parents affectueux, mais pragmatiques. Ils aidaient pour les devoirs, les conduisaient aux entraînements de foot, et assistaient aux pièces de théâtre de l'école. Mais avec Marcus, ils étaient absolument en admiration. Le moindre son qu'il émettait était brillant. Chaque expression de son visage était remarquable. Il a souri, poussé maman avec un petit cri aigu, appelant tout le monde à venir admirer les mouvements faciaux de Marcus, pourtant provoqués par des gaz. Vous avez vu? Il est tellement en avance pour son âge. J'ai commencé à sortir davantage les jumeaux le week-end, juste nous trois. Nous allions au cinéma ou au musée des enfants, n'importe quel endroit qui ressemblait à notre propre espace. J'observais les autres familles, et je me demandais si tout cela était normal. Ce sentiment d'être constamment évalué, et trouvé insuffisante, dans mon propre foyer supposé. J'aime bien quand c'est juste nous, m'a dit Owen un samedi, après que nous ayons passé l'après-midi au parc. Nous étions assis sur un banc, en train de partager une glace, et il semblait plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Moi aussi, mon grand, ai-je répondu en lui ébouriffant les cheveux. Pourquoi aimes-tu ça? Parce que tu n'es pas triste, quand c'est juste nous. Cela m'a frappé plus durement que je ne m'y attendais. Je n'avais pas réalisé à quel point ma frustration était devenue transparente, ni à quel point les enfants ressentaient cette tension, que je croyais dissimulée. Ce soir-là, j'ai mis à jour mon carnet d'épargne, avec une détermination renouvelée. Nous avions désormais assez, pour payer un dépôt de garantie, et le premier mois de loyer d'un appartement convenable. Le plan initial était de rester jusqu'au printemps, pour accumuler un coussin financier encore plus substantiel, mais je commençais à me demander si le coût émotionnel valait le bénéfice financier. Je n'avais tout simplement pas encore réalisé, à quel point les choses allaient empirer. L'annonce est tombée en février, près de 2 ans après notre emménagement chez mes parents. Je me préparais pour aller au travail quand Ryan a appelé, et j'ai pu entendre le stress dans sa voix, immédiatement. Et Frangine, maman est là. Il avait l'air désemparé, ce qui était inhabituel pour mon frère, d'ordinaire 6 mètres de lui. Maman a pris le téléphone avec empressement, comme elle le faisait toujours quand Ryan appelait, mais son expression est rapidement passée de la joie à l'inquiétude, puis à la détermination. Bien sûr, mon chéri, tout ce dont tu as besoin. Combien de temps penses-tu que les travaux prendront? J'ai fait une pause dans la préparation de mon sac de travail, essayant de reconstituer la conversation à partir de ce que j'entendais. 6 à 8 semaines. Ce n'est pas si mal. Oui, bien sûr que vous pouvez rester ici. Il y a plein de place. Mon estomac s'est noué. Je me suis approché, essayant de capter le regard de papa, mais il hochait la tête en signe de soutien, réorganisant déjà mentalement les meubles. Quelle rénovation, ai-je demandé après que maman a raccroché. Oh, Ryan et Cathy ont besoin de rester ici pour un moment, a dit maman d'un ton léger, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ils font faire des travaux dans leur maison. Quelque chose à propos de dégâts des eaux, dans la cuisine et la salle de bain. Tout l'endroit doit être vidé pendant 6 à 8 semaines, peut-être plus, selon l'avancée des travaux. Tu sais comment ces choses peuvent s'éterniser. Papa sortait déjà un bloc-notes, préparant des listes.
Nous devrons déplacer certaines choses, et nous assurer que tout le monde est à l'aise. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'aucun d'eux ne semblait penser que cela nécessitait la moindre discussion avec moi. Je vivais là, avec mes enfants, depuis presque 2 ans, contribuant aux courses et aux factures, aidant à l'entretien de la maison, et prenant soin de mes parents quand ils en avaient besoin. Mais la décision d'ajouter 3 personnes supplémentaires dans la maison, dont un bébé, avait été prise sans même m'en toucher un mot au préalable. Où vont-ils dormir exactement, ai-je demandé, en essayant de garder un ton neutre. Eh bien, ils auront besoin de la chambre d'amis, évidemment, et nous installerons la chambre de Marcus dans le petit salon. Maman était déjà passée en mode planification. Ce sera charmant d'avoir tout le monde sous le même toit, comme dans une vraie propriété familiale. La chambre d'amis, c'était là que je stockais les vêtements trop petits des jumeaux, ainsi que nos affaires saisonnières. Le petit salon, c'était l'endroit où les enfants faisaient leurs devoirs, et jouaient aux jeux vidéo les jours de pluie. En un seul coup de téléphone, notre espace de vie venait de rétrécir considérablement. Quand emménage-t-il, ai-je demandé. Ce week-end. Ryan veut commencer les travaux tout de suite. Ce week-end. 3 jours de préavis, pour un arrangement qui allait durer au moins 2 mois. Ce soir-là, j'ai assis les jumeaux pour leur expliquer la situation. Ils l'ont mieux pris que moi, à vrai dire, plutôt excités à l'idée d'avoir le petit Marcus plus souvent à la maison. Les enfants ont une capacité d'adaptation que les adultes oublient parfois d'avoir. Mais je faisais le calcul dans ma tête, et ce n'était pas un bon calcul. 7 personnes dans une maison de 4 chambres, l'une de ces personnes étant un bébé, qui allait se réveiller à toute heure de la nuit. Une salle de bain en haut, une salle de bain en bas, et une cuisine qui semblait déjà étroite, lorsque nous essayions tous de nous préparer pour le travail et l'école en même temps. Ça ira, me suis-je dit, en mettant à jour mes calculs d'épargne ce soir-là. C'est temporaire. On peut supporter ce qui est temporaire. J'ai commencé à regarder les annonces de location plus sérieusement, mettant en favori les endroits qui semblaient prometteurs. Le marché était devenu plus cher au cours de l'année écoulée, mais nous pouvions y arriver. La question était de savoir si je voulais attendre jusqu'au printemps, comme initialement prévu, ou commencer à chercher quelque chose plus tôt. Maman, est-ce que ça va? A demandé Lily depuis l'encadrement de la porte de ma chambre, me surprenant en train de fixer des sites web d'appartements sur mon ordinateur portable. Je regarde juste quelques options pour nous, ai-je répondu, en tapotant le lit pour qu'elle vienne s'asseoir avec moi. Que dirais-tu d'avoir à nouveau notre propre chez nous? Elle a considéré la question avec sérieux, de la même manière qu'elle abordait la plupart des choses. J'aime bien vivre avec grand-mère et grand-père, mais parfois, ça me manque quand on n'était que nous 3. Qu'est-ce qui te manque là-dedans? Je ne sais pas. C'était plus calme, je suppose, et tu avais l'air plus heureuse. La vérité sort de la bouche des enfants. J'ai embrassé le sommet de sa tête, et j'ai fermé l'ordinateur. On va trouver une solution. D'accord. Mais même en le disant, je savais que les 2 prochains mois allaient tester chacune de mes limites. L'invasion a commencé le samedi matin. Ryan a débarqué avec un camion de déménagement, et Cathy portait Marcus, comme s'ils étaient des réfugiés fuyant une zone de catastrophe, plutôt que des personnes ayant choisi de démolir leur cuisine, pourtant parfaitement fonctionnelle, sur un coup de tête. En quelques heures, la maison s'est transformée en quelque chose que je ne reconnaissais plus. La chambre d'amis s'est remplie de leurs meubles, de leurs vêtements, et de suffisamment de matériel pour bébé pour approvisionner un petit magasin. Le petit salon est devenu le domaine de Marcus, avec un berceau, une table à langer, et une aire de jeu, qui prenait la majeure partie de l'espace où les jumeaux avaient l'habitude d'étaler leurs devoirs. Mais ce sont les règles qui m'ont vraiment atteinte. Des règles qui ont été mises en place immédiatement, et sans aucune discussion. Nous devrons réduire le bruit au minimum pendant les siestes de Marcus, a annoncé Cathy, tout en déballant approximativement le 15e carton de vêtements pour bébé. Il est très sensible au bruit, et son cycle de sommeil est crucial pour son développement. Marcus faisait 3 siestes par jour, d'une durée variable, qui semblait changer selon une logique de bébé mystérieuse, que seule Cathy pouvait interpréter. De plus, nous devrions probablement ranger la plupart des jouets dans le salon, a-t-elle poursuivi, en lorgnant les livres et le matériel de dessin des jumeaux avec un dégoût évident. Les bébés explorent tout avec leur bouche, et je m'inquiète des risques d'étouffement. Dès la première semaine, Lily et Owen avaient perdu l'accès à la plupart des espaces communs de la maison. Ils ne pouvaient pas regarder la télévision dans le salon, parce que cela risquait de réveiller Marcus.
Il ne pouvait pas jouer dans le petit salon, car c'était sa chambre désormais. Il ne pouvait pas faire de travaux manuels sur la table de la cuisine, parce que les affaires de bébé couvraient chaque surface. Pourquoi n'allez-vous pas jouer dans vos chambres, les enfants, suggérait maman joyeusement, quand Owen se plaignait de s'ennuyer. Ces chambres étaient petites, conçues pour dormir, et non pour le genre de jeu actif dont des enfants de 10 ans ont besoin. Mais faire remarquer cela, d'une certaine façon, faisait de moi la personne déraisonnable. La situation de la télévision était particulièrement irritante. Les jumeaux avaient toujours été autorisés à regarder leurs émissions, une fois leur devoir terminé. Mais maintenant, même ce simple plaisir devenait compliqué. « Pourriez-vous baisser le son ?» criait Cathy depuis l'étage, même quand le volume était à peine audible. Marcus essaie de dormir. Ou bien, Ryan déambulait dans le salon, et changeait de chaîne sans demander, prétendant qu'il voulait suivre les informations, laissant Lily et Owen le fixer avec confusion. « Est-ce qu'on peut finir notre émission ?» demandait poliment Lily un soir. « C'est important » répondit Ryan, sans même la regarder. « Vous pouvez regarder des dessins animés n'importe quand. » J'ai observé le visage de mes enfants, les voyant apprendre que leurs envies et leurs besoins étaient moins importants que le caprice passager de n'importe quel adulte. Que leur confort, dans ce qui avait été leur foyer pendant 2 ans, passait désormais après le cycle de sommeil d'un bébé, et les préférences télévisuelles de leur oncle. Le point de rupture s'est rapproché quand maman a annoncé qu'il allait falloir réorganiser les affaires des jumeaux, parce Marcus devenait plus mobile, et risquait de toucher à tout. Plus mobile, ai-je demandé. Il a 6 mois. Il tient à peine assis. Cathy dit qu'il est très en avance pour son âge. Nous devons être proactifs concernant la sécurité. Ainsi, le matériel de dessin des jumeaux a été déplacé sur des étagères hautes, qu'ils ne pouvaient pas atteindre sans aide. Leurs livres ont été relogés dans leur chambre, pour faire place à davantage de barrières de sécurité, et d'équipements de protection. Leurs dessins ont disparu du réfrigérateur, pour faire place aux horaires de repas de Marcus, et au rappel de ses rendez-vous médicaux. J'ai regardé mes enfants s'adapter à ces changements, avec une grâce qui m'a brisé le cœur. Ils ne se sont pas plaints, n'ont pas fait de colère, et n'ont pas exigé qu'on leur rende leur territoire. Ils ont simplement accepté, en silence, qu'ils comptaient moins, et que leurs besoins étaient moins importants. Ce n'est pas grave, maman a dit Owen, quand je me suis excusé pour un énième projet annulé, parce que Marcus passait une mauvaise journée. Nous comprenons. Mais ils n'auraient pas dû avoir à comprendre. C'étaient des enfants, et c'était censé être leur maison, à eux aussi. Ce soir-là, j'ai sorti mon carnet d'épargne, et j'ai refait les calculs. Nous avions assez, désormais. Plus qu'assez, en fait. J'avais économisé pendant 2 ans, et mon matelas financier était plus important qu'il ne l'avait jamais été. La question n'était plus de savoir si nous avions les moyens de partir. La question, c'était de savoir si je pouvais me permettre de rester. Le véritable point de non-retour a été atteint début avril, bien que je ne l'ai pas identifié comme tel sur le moment. Owen luttait contre un rhume printanier, qui avait déclenché son asthme, un problème auquel il faisait face depuis qu'il était tout petit. J'avais appelé la pharmacie, pour renouveler son ordonnance, et je me préparais à aller la chercher, quand papa m'a intercepté dans la cuisine. 47 € pour un inhalateur, a-t-il dit, en tenant le reçu du message automatique. Cela me semble excessif. Es-tu sûr qu'il a vraiment besoin de la version de marque? Je l'ai dévisagé, incrédule. C'est son inhalateur de secours, papa. La version générique ne fonctionne pas aussi bien pour lui, et son médecin lui a spécifiquement prescrit celui-ci. Mais 47 €, a-t-il répété, comme si je ne l'avais pas entendu la première fois. Tu devrais peut-être parler au médecin, pour trouver des alternatives. Cette conversation se déroulait à cette même table de cuisine, où, 2 jours plus tôt, je l'avais regardé déballer une chaise haute pour Marcus, qui coûtait 400 €. Une chaise haute pour un bébé, qui ne commencerait même pas les aliments solides avant un mois. La chaise haute, c'est différent, a affirmé maman, quand j'ai souligné cette divergence plus tard. C'était un cadeau, et c'est un investissement qui va durer des années. L'inhalateur d'Owen est aussi un investissement, ai-je répondu doucement, dans sa capacité à respirer. Mais, d'une manière ou d'une autre, j'étais de nouveau celle qui manquait de raison. Les leçons de musique ont été les suivantes à disparaître. Lily prenait des cours de piano depuis 18 mois, et elle était vraiment douée. Sa professeure, Madame Patterson, venait à la maison tous les mardis après-midi, à 16 h,
et Lily passait toujours la journée entière à s'en réjouir. Je suis désolé, a dit maman à Madame Patterson, à la porte un mardi, mais nous allons devoir annuler les cours pour un moment. Le piano perturbe la sieste de l'après-midi du bébé. Le visage de Lily s'est décomposé. Elle s'entraînait sur un morceau pour le récital de printemps, quelque chose qui l'enthousiasmait depuis des semaines. Peut-être qu'on pourrait programmer les cours à un autre moment, ai-je suggéré. L'emploi du temps de Madame Patterson est complet à d'autres heures, a répondu maman d'un ton désinvolte. Et honnêtement, les leçons de piano sont un luxe. Lily pourra toujours reprendre plus tard. Plus tard. Toujours plus tard. Tout ce qui comptait pour mes enfants pouvait attendre. Mais l'emploi du temps de Marcus était sacré, et inaltérable. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce fut le réfrigérateur. Les jumeaux affichaient leurs dessins d'école sur le frigo, depuis qu'ils étaient en âge de tenir des crayons. C'était une tradition, une façon de célébrer leur créativité et leur réussite. Mais quand je suis rentré à la maison, après une garde particulièrement épuisante à l'hôpital, j'ai trouvé le réfrigérateur entièrement réorganisé. Tous les dessins de Lily et Owen, leurs certificats de tableau d'honneur, et leurs photos d'école avaient été retirés, et rangés dans une pochette, que Cathy avait obligeamment placée au-dessus du frigo, là où personne ne la verrait. Toute la façade de l'appareil était désormais recouverte de l'emploi du temps des repas de Marcus, de sa courbe de croissance, de son carnet de vaccination, et d'environ 15 photos de lui, en train de faire des trucs typiques de bébé, comme s'allonger sur des couvertures et baver. Ça fait tellement plus propre comme ça, a dit Cathy, quand elle m'a vu fixer les espaces vides, là où les exploits de mes enfants avaient l'habitude d'être accrochés. Et c'est plus fonctionnel, pour suivre les besoins de Marcus. J'ai pris la pochette en haut du réfrigérateur, et je l'ai feuilletée. 2 années de la fierté et de la joie de mes enfants, réduites à un encombrement qu'il fallait cacher. Où devrais-je mettre ça, ai-je demandé, en brandissant un dessin que Lily avait fait de notre famille. Peut-être dans leur chambre, a suggéré Cathy. Ou alors, tu pourrais commencer un album de souvenirs. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur, et j'ai commencé à chercher sérieusement des propriétés à louer. Plus juste naviguer, mais calculer réellement les charges, et mesurer mentalement les meubles, imaginant comment nous disposerions nos affaires dans différents espaces. J'ai trouvé un duplex, à environ 15 minutes de l'école des enfants, avec un petit jardin et 2 chambres à l'étage. Le loyer était abordable, et le propriétaire m'a semblé raisonnable, lorsque je l'ai appelé pour me renseigner sur le processus de candidature. Quand souhaiteriez-vous emménager, m'a-t-il demandé. J'ai jeté un coup d'œil autour de la cuisine, au réfrigérateur recouvert par les priorités de quelqu'un d'autre, à la chaise haute qui coûtait plus cher que les médicaments de mon fils. Aux preuves de la façon si minutieuse dont nous avions été effacés, de ce qui était censé être notre foyer temporaire. À partir de quand est-ce possible, ai-je demandé. Je pourrais l'avoir prêt pour le 1er mai, si votre vérification de crédit est bonne, et que vous fournissez des références. Le 1er mai, c'était dans 3 semaines. Je vous rappelle demain, lui ai-je dit, le cœur déjà battant d'un mélange de terreur et d'excitation. Pour la première fois depuis des mois, je me souvenais de ce que ça faisait, de prendre des décisions concernant ma propre vie. Je n'ai parlé à personne de mon appel avec le propriétaire. Au lieu de cela, j'ai fait ce que je faisais toujours, quand j'avais besoin de penser clairement. Je suis allé travailler, et j'ai parlé à Angela. Angela était ma collègue la plus proche à l'hôpital, une femme dans la quarantaine, qui avait élevé 3 enfants, en grande partie toute seule, et qui avait le don de trancher la confusion émotionnelle, avec une précision chirurgicale. Nous travaillons ensemble depuis 5 ans, et elle en savait assez sur ma situation familiale, pour poser les bonnes questions. Alors, laisse-moi résumer, a-t-elle dit pendant notre pause déjeuner, après que je lui ai raconté l'incident du réfrigérateur. Tes parents t'ont invité à vivre chez eux temporairement, mais maintenant, ils ont essentiellement cédé votre espace de vie à ton frère et à sa famille, et on attend de toi que tu l'acceptes, tout simplement. C'est plus compliqué que ça, ai-je commencé à dire, mais elle a levé la main. Vraiment? Tu paies un loyer là-bas, non? Je contribue aux dépenses. Oui. Tu aides aux tâches ménagères, tu cuisines, tu t'occupes de tes parents quand ils en ont besoin. Bien sûr. Et tes enfants ont été des invités modèles pendant 2 ans, aidant aux corvées, étant respectueux, ne causant pas de problème. J'ai hoché la tête, voyant où elle voulait en venir. Donc, tu es une locataire, une aidante familiale, et une fille,
mais d'une manière ou d'une autre, tu n'as pas ton mot à dire dans les décisions du foyer, qui affectent directement le bien-être et le bonheur de tes enfants. Vu sous cet angle, cela semblait encore pire que ce que j'avais réalisé. Que ferais-tu, lui ai-je demandé. Je foutrais le camp de la, a-t-elle répondu sans hésitation. La vie est trop courte pour apprendre à tes enfants qu'ils ne comptent pas. Cet après-midi-là, j'ai rappelé le propriétaire, et j'ai rempli la demande de location. J'avais un excellent dossier de crédit, de solides antécédents professionnels, et de bonnes références. À la fin de la semaine, j'avais signé le bail, et versé le dépôt de garantie. Le duplex était parfait pour nous. Du parquet partout, de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière, et une cuisine où nous pourrions prendre le petit déjeuner ensemble, sans devoir slalomer autour des équipements pour bébés. Les chambres étaient petites mais confortables, et il y avait un sous-sol où les enfants pourraient jouer, les jours de pluie, sans avoir peur de réveiller qui que ce soit. J'ai planifié l'ouverture des compteurs, fait des recherches sur les fournisseurs d'accès Internet, et j'ai même acheté un petit magnet de frigo, en forme d'étoile, imaginant les dessins de Lily, exposés bien en vue, dans notre nouvelle cuisine. Le plus dur, c'était de garder le secret. Chaque jour, je regardais mes enfants s'adapter à de nouvelles restrictions. Je les voyais devenir plus silencieux, et plus prudents. Je les observais apprendre à occuper moins de place, dans ce monde. Et chaque jour, je me rappelais que dans quelques semaines à peine, ils retrouveraient leur voix. « Ça va, maman ?» a demandé Owen un soir, me surprenant à regarder par la fenêtre, avec ce qui devait être une drôle d'expression sur le visage. « Je prépare quelque chose, lui ai-je répondu honnêtement. Quelque chose de bien pour nous. Quel genre de quelque chose ? C'est une surprise, mais je crois que ça va te plaire. Il a semblé satisfait de cette réponse, mais je pouvais lire la curiosité dans ses yeux. Ses enfants avaient traversé assez de bouleversements dans leur courte vie. Ils méritaient de la stabilité, mais ils méritaient aussi un foyer, où ils auraient de l'importance. Je récupérais des cartons de déménagement pendant ma pause déjeuner, et je les cachais dans le coffre de ma voiture. J'ai fait des recherches sur les entreprises de déménagement, et demandé des devis pour des trajets locaux. J'ai mis à jour mon adresse auprès de la banque, et de l'école des enfants, me préparant pour un transfert, que j'espérais être sans accroc. Le plus grand défi, c'était le timing. Je devais informer ma famille du déménagement, mais je voulais attendre que tout soit gravé dans le marbre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune possibilité qu'ils me dissuadent, ou qu'ils créent un drame qui contrarierait les enfants. J'avais prévu de le leur annoncer un samedi matin, quand tout le monde serait à la maison, et que nous pourrions faire une réunion de famille. J'aurais expliqué que nous avions trouvé un endroit, qu'il était temps pour nous d'avoir de nouveau notre propre espace, et que cela avait toujours été le plan. Ce que je n'avais pas prévu, c'est à quel point tout exploserait de façon dramatique, avant même que j'en ai l'occasion. Avec le recul, j'aurais dû savoir, que vivre à 7 personnes dans une seule maison, avec autant de tensions et de priorités déséquilibrées, c'était comme être assis sur une poudrière. Mais je pensais avoir encore quelques semaines pour planifier notre sortie en douceur. Je pensais pouvoir contrôler le calendrier de notre départ. J'avais tort. L'urgence a éclaté alors que j'étais au milieu d'une garde de 12 heures, à l'hôpital. C'était un jeudi après-midi, et j'étais en train d'examiner un petit patient de 6 ans, en convalescence après une opération de l'appendicite, quand mon téléphone s'est mis à vibrer sous l'avalanche de SMS des jumeaux. Le premier message de Lily était relativement calme. « Maman, grand-mère dit qu'on doit déplacer nos affaires, pour faire de la place pour quelque chose. Est-ce que tu peux appeler quand tu auras une pause ?» Mais les messages d'Owen, qui arrivaient en succession rapide, racontaient une toute autre histoire. « Maman, ils déplacent toutes nos affaires. Ils ont mis nos vêtements dans des sacs poubelles. Grand-mère dit qu'on doit dormir au sous-sol maintenant. Lily pleure. Est-ce que tu peux rentrer à la maison, s'il te plaît? Ils ne veulent pas nous laisser t'appeler. » Mes mains tremblaient, en lisant ces messages. Je me suis glissé dans le placard à fournitures, pour appeler à la maison, mais le téléphone est tombé directement sur la messagerie. J'ai réessayé. Même chose. J'ai trouvé ma supérieure, et je lui ai expliqué la situation aussi brièvement que possible. Urgence familiale. Je devais partir immédiatement. Elle a regardé mon visage et n'a posé aucune question, me disant simplement d'y aller. Le trajet vers la maison m'a paru interminable. Je n'arrêtais pas d'appeler le téléphone fixe, et de tomber sur le répondeur, ce qui signifiait que quelqu'un ne répondait pas délibérément.
J'ai appelé le portable de Ryan. Messagerie. Le téléphone de Cathy. Messagerie. Finalement, Lily a répondu sur son propre téléphone, parlant dans un murmure. Maman, ils nous ont mis au sous-sol, a-t-elle dit, et je pouvais entendre qu'elle avait pleuré. Ils ont dit que Marcus avait besoin de nos chambres, parce que la sienne en haut est trop petite, et que les bébés ont besoin de plus d'espace que les grands enfants. Où sont tous les autres, ai-je demandé, prenant le virage de notre rue, bien plus vite que je n'aurais dû. En bas, en train d'aider à déplacer des trucs. Maman, le sous-sol est vraiment humide, ça sent bizarre, et il y a des insectes. Je me suis garé dans l'allée, et j'ai vu exactement ce que je craignais. Le camion de Ryan était garé dehors, et, à travers la fenêtre du salon, je pouvais le voir porter la commode des jumeaux vers les escaliers. Ils déplaçaient leurs meubles vers le sous-sol sans me consulter, sans même attendre que je rentre du travail. Je suis entré dans la maison de mes parents, et j'ai découvert un chaos organisé. Maman dirigeait l'opération comme un général, indiquant aux gens où placer les meubles, quels vêtements pouvaient rester en haut, et lesquels devaient être rangés au sous-sol. Papa portait la bibliothèque des jumeaux, l'air mal à l'aise, mais suivant le mouvement. Cathy se tenait dans ce qui était autrefois la chambre de Lily, prenant les mesures des fenêtres pour de nouveaux rideaux, pendant que Marcus faisait la sieste dans son lit parapluie. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» ai-je demandé, la voix plus forte que je ne l'avais prévu. « Oh, tu es rentré tôt, a dit maman, comme si tout cela était parfaitement normal. Nous avons décidé de faire un peu de réorganisation, pendant que les enfants étaient à l'école. Marcus a vraiment besoin de plus d'espace, et le sous-sol sera parfait pour Lily et Owen. C'est comme s'ils avaient leur propre appartement en bas. Je suis descendu, pour voir ce qu'ils avaient fait à l'espace de vie de mes enfants. Le sous-sol était humide, mal éclairé, et sentait la moisissure. Malgré les tentatives de papa de faire tourner un déshumidificateur, ils avaient poussé les lits des jumeaux dans un coin, créant une zone de couchage exiguë, qui ressemblait plus à un débarras qu'à des chambres à coucher. C'est inacceptable, ai-je déclaré en remontant. Vous ne pouvez pas juste déplacer des enfants dans un sous-sol, sans en discuter avec leur mère. C'est temporaire, a dit Ryan, en évitant mon regard. Juste le temps de finir les rénovations de notre maison. Vos travaux devaient durer 6 semaines. Ça fait 3 mois. Ces choses prennent du temps, a justifié Cathy, en faisant rebondir Marcus, qui s'était réveillé de sa sieste. Et honnêtement, les enfants grandissent. Ils doivent apprendre à être plus flexibles. Plus flexibles. C'est comme ça qu'ils appelaient le fait de demander à mes enfants de 10 ans de renoncer à leur chambre, à leur espace de vie, à leur dignité, pour qu'un bébé puisse avoir plus de place pour ramper. Faites vos affaires, ai-je dit à Lily et Owen, qui se tenaient au bas de l'escalier du sous-sol, l'air perdu et dépassé. Nous partons ce soir. Partir ? Maman avait l'air sincèrement choquée. Comment ça, partir ? Je veux dire que nous déménageons, ce soir. Cet arrangement ne fonctionne plus. Ne sois pas ridicule, a lancé papa. Où iriez-vous ? Tu ne peux pas juste faire tes valises, et partir sans aucun plan. C'est à ce moment-là que j'ai compris, qu'ils croyaient vraiment que j'étais impuissante. Que je n'avais d'autres options, que d'accepter ce qu'ils avaient décidé être le meilleur pour notre situation. Ils s'étaient tellement habitués à me traiter comme une adolescente à charge, qu'ils avaient oublié que j'étais une professionnelle de 35 ans, avec ses propres ressources. J'ai un plan, ai-je répondu calmement. J'ai un plan depuis des semaines. La pièce est devenue silencieuse. Même Marcus a arrêté de pleurnicher. Quel genre de plan ? A demandé maman, et j'ai pu entendre la première pointe d'incertitude dans sa voix. Le genre de plan où mes enfants ont leur propre chambre, et n'ont pas à vivre dans un sous-sol, comme des réfugiés au sein de leur propre famille. Tu réagis de façon excessive, a dit Ryan. Mais il n'avait pas l'air aussi confiant que d'habitude. C'est juste un arrangement temporaire. Rien dans tout cela n'a été temporaire. Votre urgence de 6 semaines s'est transformée en 3 mois, et maintenant vous vous appropriez tous les tâches de la maison. Pendant ce temps, mes enfants perdent leur espace de vie, leurs activités, leur sens du foyer, et on s'attend à ce que j'accepte ça. Tout simplement, parce que Marcus a besoin d'espace pour grandir. Je les ai regardés les uns après les autres. Est-ce qu'un seul d'entre vous a demandé aux jumeaux ce qu'ils pensaient de déménager au sous-sol ? Quelqu'un a-t-il envisagé que, peut-être, des enfants de 10 ans méritent un minimum de dignité et de confort ? Ils sont résilients, a affirmé Cathy.
Les enfants s'adaptent. Les enfants ne devraient pas avoir à s'adapter au fait d'être traités comme des citoyens de seconde zone, dans leur propre maison. Je me suis dirigé vers l'endroit où se trouvaient Lily et Owen, toujours l'air confus par ce chaos soudain. Montez, et emballez tout ce qui est important pour vous, leur ai-je dit. Vêtements, livres, tout ce que vous ne voulez pas laisser derrière vous. Nous dormons ailleurs cette nuit. Où ça, a demandé Lily. Je trouverai, mais pas ici. Alors que les jumeaux montaient, la réunion de famille que je planifiais depuis des semaines a finalement eu lieu, mais pas selon mes termes. Tu ne peux pas être sérieuse, a dit maman. Pour une histoire d'arrangement de chambre. Nous sommes une famille. La famille ne relègue pas des enfants dans un sous-sol, sans consulter leur mère, ai-je répliqué. La famille n'annule pas les cours de musique d'un enfant, parce qu'un bébé a besoin de silence. La famille ne décroche pas les dessins des enfants, pour faire place à des horaires de repas. Nous essayons d'accommoder tout le monde, est intervenu papa. Non, vous accommodiez Ryan, Cathy et Marcus. Mes enfants, eux, étaient censés accommoder tous les autres. Ryan m'a enfin regardé directement. Et alors? Tu vas juste partir en trombe, comme une reine du drame? Blesser les sentiments de papa et maman, juste parce que tu ne peux pas supporter un petit inconvénient. Inconvénient? J'ai senti que quelque chose se brisait en moi. Regarder mes enfants apprendre que leurs besoins ne comptent pas, ce n'est pas un inconvénient, Ryan. C'est destructeur. Et je ne les laisserai pas apprendre ces leçons, sous prétexte que leur oncle et leur tante ne peuvent pas gérer leur propre situation de logement. Ce n'est pas juste, a dit Cathy, en serrant Marcus plus fort. Nous n'avons pas demandé ces dégâts des eaux. Tu ne l'as pas demandé, mais tu en as certainement profité. Ton urgence de 6 semaines s'est transformée en une prise de contrôle totale de la maison de mes enfants. Les jumeaux sont redescendus, avec leurs sacs à dos et quelques sacs de vêtements. Ils avaient l'air effrayés, mais déterminés, me faisant confiance pour trouver ce qui allait suivre. Où irez-vous, a demandé maman, et pour la première fois, elle semblait inquiète, plutôt qu'agacée. Nous irons chez mon amie Angela ce soir, ai-je répondu, en sortant mon téléphone pour lui envoyer un message. Et après ça, on se débrouillera. C'est ridicule, a lancé Ryan. Tu fais une énorme erreur, pour des riens. Je l'ai regardé tenir son fils, debout dans la maison dont nos parents étaient propriétaires, entouré de ses meubles et de sa femme, dans la certitude absolue que le monde s'adapterait toujours à ses besoins. L'erreur, ai-je dit doucement, c'était de penser que mes enfants et moi pourrions un jour être autre chose qu'un inconvénient pour cette famille. J'ai aidé les jumeaux à porter leurs affaires jusqu'à la voiture, tandis que mes parents se tenaient dans l'allée, l'air choqués que leur fille si conciliante se soit soudainement découvert une colonne vertébrale. Appelle-nous quand tu auras retrouvé la raison, a dit maman, alors que j'attachais les enfants sur leur siège. Je vous appellerai quand vous aurez retrouvé la vôtre, ai-je rétorqué. Alors que nous nous éloignions, Owen a demandé, on n'y retourne vraiment pas. Pas pour y vivre, lui ai-je répondu, en croisant son regard dans le rétroviseur. Ça te va? Il a hoché la tête, d'un air solennel. Je n'aimais pas le sous-sol. Ça faisait peur. Je sais, mon grand. Tu n'auras plus jamais à y dormir. Pour la première fois depuis des mois, cela ressemblait à une promesse que je pouvais tenir. Angela a ouvert sa porte d'entrée, avant même que j'aie eu l'occasion de frapper, ayant reçu mon message désespéré pendant le trajet. Elle a jeté un coup d'œil à nos sacs, aux visages abattus des jumeaux, et nous a fait entrer sans poser de questions. La chambre d'amis a des lits superposés, a-t-elle dit à Lily et Owen. Mes enfants sont chez leur père ce week-end, donc vous aurez plein d'espace. Vous avez faim? Pendant que les enfants s'installaient, et qu'Angela leur préparait des sandwichs, j'ai appelé le propriétaire du duplex. Même si notre date d'emménagement n'était prévue que dans 2 semaines, je devais lui demander s'il y avait un moyen d'y accéder plus tôt. En fait, le locataire précédent est parti plus tôt, m'a-t-il dit. Je pourrais l'avoir prêt pour lundi, si vous en avez besoin. Les compteurs sont déjà ouverts. Lundi, c'était dans 4 jours. Je pouvais tenir 4 jours. Le reste du week-end s'est écoulé dans un flou d'appels téléphoniques et de logistique. J'ai réservé un camion de déménagement, contacté l'école des jumeaux pour le transfert de leur dossier, et je suis allé acheter des articles ménagers de base. Les enfants d'Angela sont rentrés dimanche soir, et ont immédiatement adopté Lily et Owen comme frères et sœurs temporaires, donnant à toute la situation l'air d'une aventure, plutôt que d'une crise.
Ta maman est vraiment courageuse, ai-je entendu la fille d'Angela dire à Lily, pendant qu'elle jouait à des jeux de société. Pourquoi, a demandé Lily. Parce qu'elle vous a choisi, avant tout le reste. C'est ce que font les gens courageux. Le lundi matin est arrivé plus vite que je ne l'espérais. Le camion de déménagement s'est garé devant la maison de mes parents à 8 heures tapantes, et je me suis préparé mentalement à ce que je savais être une confrontation difficile. Maman a ouvert la porte, l'air de n'avoir pas bien dormi. « Tu le fais vraiment ?» a-t-elle demandé. Ce n'était pas une question. Je le fais vraiment. Où est-ce que tu déménages? Je lui ai donné l'adresse du duplex, regardant son visage se décomposer, alors qu'elle réalisait que je n'avais pas bluffé au sujet de mon plan. Depuis combien de temps préparais-tu ça? A demandé papa, apparaissant derrière elle. Depuis que vous m'avez fait comprendre que le bien-être de mes enfants était moins important que le confort de mon frère. Ryan a émergé de la cuisine, tenant Marcus, l'air froissé et irrité. Alors, tu vas vraiment tous nous punir, parce qu'un arrangement de chambre ne te plaisait pas? Je ne punis personne, ai-je répondu, en dirigeant les déménageurs vers les escaliers. Je protège mes enfants. Ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde, moi y compris, pendant que les déménageurs sortaient nos meubles de la maison. Cathy s'est mise à pleurer. Je ne savais pas, a-t-elle dit, berçant nerveusement Marcus. Je ne réalisais pas que les enfants étaient si contrariés par tout ça. Je croyais qu'ils acceptaient bien les changements. L'espace d'un instant, j'ai presque eu de la peine pour elle. Elle était jeune, dépassée par cette nouvelle maternité, et n'avait probablement, et sincèrement, pas envisagé l'impact de ses exigences sur qui que ce soit d'autre. Les enfants acceptaient les changements, parce que ce sont de bons enfants, à qui on a appris à être poli et accommodant, lui ai-je expliqué. Mais accepter quelque chose, et s'en réjouir, ce sont deux choses très différentes. Peut-être qu'on pourrait trouver un arrangement, a suggéré maman, avec des espoirs. Bouger certaines choses, donner plus d'espace à tout le monde. C'est trop tard pour ça, ai-je répondu. Il ne s'agit pas du sous-sol, ou des chambres. Il s'agit du fait que, pendant 3 mois, vous avez pris des décisions sur la vie de mes enfants sans me consulter, et que vous ne comprenez sincèrement pas pourquoi cela pose problème. Nous essayons d'aider tout le monde, a insisté papa. Vous aidiez Ryan et Cathy. On s'attendait à ce que mes enfants, eux, gèrent les inconvénients. Alors que nos affaires disparaissaient dans le camion de déménagement, j'ai regardé ma famille se débattre avec la réalité, leur plan n'avait pas inclus mon consentement, et je n'étais plus disposé à accepter des arrangements, sur lesquels je n'avais jamais été d'accord. Et pour les dîners du dimanche, a demandé maman. Viendras-tu toujours pour les dîners du dimanche? Je l'ai regardé, debout sur le pas de la porte de cette maison, où mes enfants avaient appris à se faire plus petits, plus silencieux, moins importants. J'y réfléchirai, ai-je dit. Le trajet jusqu'à notre nouvelle maison a pris 15 minutes. 15 minutes, pour passer de la maison où nous avions été des invités indésirables, à l'endroit où nous serions à nouveau une famille. Alors que nous nous garions dans l'allée du duplex, Lily s'est exclamée, on dirait une vraie maison. C'est une vraie maison, lui ai-je dit. C'est notre maison. Ce soir-là, après avoir installé les lits et déballé l'essentiel, nous nous sommes assis tous les trois sur le sol du salon, mangeant des pizzas et faisant des plans. De vrais plans pour notre propre espace, nos propres règles, nos propres vies. Est-ce que je peux afficher mes dessins sur le frigo, a demandé Lily. Tu peux afficher tes dessins où tu veux, lui ai-je répondu. C'est ta maison, à toi aussi. Owen est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, maman, je suis fier de toi. Pourquoi? Parce que tu nous as choisis. Et ça, c'était la raison exacte pour laquelle partir avait été le seul choix qui comptait. 6 mois après notre déménagement, ma vie était complètement différente, et moi aussi. Les jumeaux s'étaient magnifiquement bien intégrés à leur nouvelle école, se faisant des amis, et s'inscrivant à des activités qui n'avaient plus besoin d'être calées sur l'heure de la sieste de quelqu'un d'autre. Lily reprenait des cours de piano, et Owen avait rejoint l'équipe de basket de l'école. De façon plus surprenante, j'avais été promue infirmière en chef de mon service à l'hôpital. La confiance que j'avais trouvée, en prenant enfin la défense de mes enfants, semblait se répercuter sur les autres domaines de ma vie. Je prenais la parole lors des réunions, j'endossais des rôles de direction, et je prenais des décisions avec cette clarté qui vient de la conscience de sa propre valeur. Nous avions acheté une maison. Nous ne louions plus, mais possédions vraiment une petite maison de 3 chambres, avec un jardin clôturé, où les enfants pouvaient jouer sans se soucier du bruit.
Le remboursement du prêt était abordable, et pour la première fois depuis des années, j'avais le sentiment de bâtir quelque chose de permanent, et de sûr. Les jumeaux s'épanouissaient de façon auxquelles je ne m'attendais pas. Ils étaient plus bruyants, plus confiants, plus enclins à prendre leur place dans le monde. C'était comme si le fait de les avoir retirés d'un environnement où ils avaient appris à se minimiser, avait permis à leur personnalité d'éclore à nouveau. Pendant ce temps, les appels de mes parents devenaient de plus en plus désespérés. Cela a commencé environ 2 mois après notre départ, quand maman m'a appelé pour me dire que les travaux de Ryan et Cathy prenaient plus de temps que prévu, et qu'ils auraient probablement besoin de rester à la maison pour une durée indéterminée. En quoi est-ce mon problème? Ai-je demandé, sincèrement curieuse de son raisonnement. Ce n'est pas ton problème, a-t-elle répondu rapidement. Je pensais juste que tu voudrais avoir des nouvelles de la famille. Mais les appels ont continué. Papa m'annonçait que Ryan était stressé par le coût des rénovations. Maman mentionnait que Cathy avait du mal à s'adapter à la vie avec le bébé, et qu'elle aurait bien besoin d'aide. Des allusions subtiles suggéraient que je pourrais peut-être passer plus souvent, pour donner un coup de main comme avant. Je leur ai rendu visite une seule fois, pour l'anniversaire de mon père en septembre. La maison m'a semblé plus petite, et plus chaotique que dans mes souvenirs. Ryan avait l'air épuisé. Cathy semblait débordée, et mes parents paraissaient avoir vieilli de 5 ans, en l'espace de 6 mois. Les jumeaux ont l'air en pleine forme, a commenté maman, en regardant Lily et Owen jouer dans le jardin, avec leur énergie et leur enthousiasme habituels. Ils ont l'air tellement confiants. Ils le sont, lui ai-je répondu. Les enfants s'épanouissent mieux quand ils se sentent en sécurité, et valorisés. Nous les avons toujours valorisés, a protesté papa. Vraiment, ai-je répliqué. Parce que je me souviens que Marcus a eu une chaise haute à 400 €, pendant que vous remettiez en question le fait qu'Owen ait vraiment besoin de ses médicaments contre l'asthme. La visite fut gênante, mais polie. Ryan m'a à peine adressé la parole. Cathy était courtoise, mais distante. Et mes parents semblaient marcher sur des œufs. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la facilité avec laquelle les jumeaux sont redevenus plus silencieux et prudents lorsqu'ils étaient là-bas, comme si une part d'eux se souvenait encore que cette maison exigeait d'eux de se faire tout petit. On peut rentrer à la maison maintenant? A demandé Lily, au bout d'environ 2 heures. C'était ta maison ici aussi, lui a dit maman, tristement. Non, a répondu Lily, avec sa franchise d'enfant de 10 ans. C'était juste l'endroit où on a habité pendant un moment. L'évolution la plus marquante a débuté en octobre. Angela en a d'abord entendu parler par les bruits de couloir de l'hôpital, puis la nouvelle s'est répandue en ville. Ryan et Cathy divorçaient. Apparemment, le stress de vivre chez ses parents, combiné à la pression financière des rénovations, et à l'incapacité générale de Ryan de gérer ses responsabilités d'adulte sans que quelqu'un d'autre ne s'occupe des détails, avait détruit leur mariage. Cathy avait demandé le divorce, et était retournée vivre chez ses propres parents, emmenant Marcus avec elle. Il est anéanti, m'a dit maman lors d'un de ses appels téléphoniques, devenus de plus en plus fréquents. Il pensait vraiment qu'il pourrait arranger les choses. Je suis désolé de l'entendre, lui ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Le divorce est une épreuve difficile, surtout quand il y a des enfants au milieu. Le problème, a continué maman, c'est qu'il a du mal à tout gérer tout seul. Les travaux de la maison, ses horaires de travail, la garde alternée pour Marcus. Il aurait vraiment besoin d'aide. Elle était là, la vraie raison de son appel. Quel genre d'aide, ai-je demandé. Eh bien, tu as toujours été doué pour organiser les choses, et gérer la logistique. Peut-être que tu pourrais l'aider à faire ses comptes, ou le conduire à certains de ses rendez-vous avec les avocats ou les entrepreneurs. J'ai gardé le silence si longtemps, qu'elle a prononcé mon nom 2 fois, pour s'assurer que j'étais toujours là. Maman, ai-je fini par dire, tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 6 mois. C'était différent, a-t-elle répondu précipitamment. C'était une histoire de logement. Là, il s'agit d'aider la famille. La famille qui aide la famille, ai-je répété. Comme quand ma famille m'a aidé, en mettant mes enfants dans un sous-sol. Ce genre d'aide-là. Tu ne nous pardonneras jamais ça, n'est-ce pas? Je vous ai déjà pardonné, ai-je répondu. Mais le pardon ne signifie pas que je vais répéter les mêmes schémas qui ont fait du mal à mes enfants par le passé. La vérité, c'est que voir Ryan lutter avec les conséquences de ses choix ne m'a pas apporté la satisfaction que j'aurais pu espérer. Mais cela m'a confirmé avec certitude, que j'avais eu raison de partir au moment où je l'ai fait. La confrontation finale a eu lieu en novembre,
presque 1 an jour pour jour après la naissance de Marcus, et 7 mois après notre déménagement. Papa m'a appelé au travail, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, et j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas du tout. Il faut que tu viennes à la maison, m'a-t-il lancé d'emblée. Nous devons faire une réunion de famille. Je suis à la maison, lui ai-je répondu. J'habite chez moi maintenant. Tu te souviens. Tu sais ce que je veux dire. Ta mère fait une dépression. Ryan s'effondre, et nous avons besoin de ton aide pour réparer cette famille. Qu'est-ce que tu penses que je peux réparer exactement? Tout, a-t-il dit, et le désespoir dans sa voix était indéniable. Depuis que tu es parti, tout s'effondre. Ta mère pleure tous les jours. Ryan n'arrive pas à gérer ses responsabilités. Nous sommes tous malheureux. Ce soir-là, contre mon propre jugement, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, pour ce qu'ils avaient qualifié de réunion de famille d'urgence. Ryan était là, l'air hagard et vaincu, d'une manière que je ne lui avais jamais connue. Les yeux de maman étaient rouges à force de pleurer, et papa semblait avoir pris encore 5 ans de plus, depuis le mois de septembre. Merci d'être venu, a dit maman, comme si je leur avais fait une immense faveur en me pointant à ma propre crise familiale. De quoi s'agit-il? Ai-je demandé, en m'asseyant sur la chaise qui m'était autrefois attribuée, à la table de la cuisine. Il s'agit du fait que nous avons besoin de toi, a déclaré papa sans détour. Cette famille ne fonctionne pas sans toi. J'ai regardé, tout autour de la table, ces 3 adultes qui semblaient attendre que je résolve des problèmes que je n'avais pas créés. Explique-moi ce que tu veux dire par là. Ryan a finalement pris la parole. Je ne peux pas y arriver tout seul, a-t-il avoué. Le divorce, l'emploi du temps de la garde de Marcus, la gestion des travaux de la maison, le travail. Je me noie, et j'ai besoin d'aide. De quel genre d'aide? Celle que tu as toujours apportée, a enchaîné maman. Tu as toujours été l'organisatrice, la personne responsable. Tu savais comment gérer les situations compliquées, et maintenir tout le monde sur la bonne voie. Laissez-moi m'assurer de bien comprendre, ai-je dit lentement. Pendant 7 mois, vous avez tous découvert que vos vies sont beaucoup plus difficiles sans moi, sans que je gère les détails et que je fournisse du travail non rémunéré. Et maintenant, vous voulez que je revienne, et que je reprenne ce rôle. Ce n'est pas comme ça, a faiblement protesté papa. Alors, c'est comment? C'est que nous sommes une famille, a ajouté maman. Et les familles s'entraident. Les familles se respectent aussi, ai-je répondu. Elles prennent en considération les besoins et les sentiments des uns et des autres. Elles ne mettent pas des enfants dans un sous-sol, pour s'étonner ensuite que leur mère s'y oppose. Nous nous en sommes excusés, a dit Ryan. Non, vous ne l'avez pas fait. Pas une seule fois. Vous avez expliqué la chose, vous l'avez justifiée, vous l'avez minimisée, mais vous ne vous en êtes jamais réellement excusé. Le silence s'est prolongé, inconfortable. Très bien, a fini par lâcher Ryan. Je suis désolé qu'on ait mis tes enfants au sous-sol. Je suis désolé de ne pas te l'avoir demandé avant. C'est ça que tu veux entendre? Ce que je veux entendre, ai-je dit en me levant de table, c'est que vous comprenez pourquoi ce que vous avez fait était mal. Mais vous ne le comprenez pas, n'est-ce pas? Vous êtes désolé que ça ait causé un problème, pas désolé que ça ait fait du mal à mes enfants. Tes enfants vont bien, a dit maman. Ils ont l'air heureux et confiants, quand on les voit. Ils sont heureux et confiants, parce qu'ils vivent dans un foyer où ils comptent, où on tient compte de leurs besoins, et où ils n'ont pas à rivaliser avec un bébé, pour obtenir de la dignité et du respect basique. Je me suis approché de la fenêtre, et j'ai regardé vers le jardin, là où Lily et Owen avaient l'habitude de jouer, avant qu'ils ne deviennent trop risqués de faire le moindre bruit, de peur de réveiller Marcus. Voulez-vous savoir ce que j'ai appris cette année? Ai-je demandé, en me retournant vers eux. J'ai appris que je n'ai pas autant besoin de cette famille, que cette famille a besoin de moi. J'ai appris que mes enfants et moi pouvions nous construire une vie parfaitement heureuse, sans avoir à nous adapter constamment aux mauvais choix des autres, et sans ne rien attendre en retour. Ce n'est pas juste, a soufflé papa. Ce qui n'est pas juste, ai-je dit, c'est que pendant 35 ans, j'ai été le membre de la famille qui se sacrifie, qui s'adapte, et qui gère les problèmes de tout le monde, pendant que mes propres besoins étaient ignorés, car jugés trop dérangeants. Ce qui n'est pas juste. C'est que mes enfants aient appris à se considérer comme moins importants que leurs cousins, parce que les adultes de leur entourage le leur enseignaient chaque jour. Donc, tu ne nous aideras plus jamais, a demandé papa. Quoi qu'il arrive,
je vous aiderai de la façon dont les membres d'une famille s'entraident, lui ai-je répondu. Avec un respect mutuel, des limites claires, et une considération sincère pour toutes les personnes impliquées. Mais je ne sacrifierai plus jamais le bien-être de mes enfants, pour votre confort. Et si on n'accepte pas ces conditions, a demandé maman. Alors j'imagine que vous trouverez un moyen de résoudre vos propres problèmes, de la même façon que j'ai trouvé un moyen de résoudre les miens. Je suis rentré chez moi pour y trouver les jumeaux en train de faire leurs devoirs, à notre table de cuisine. Leur dessin couvrait le réfrigérateur, et leur voix emplissait la maison, c'était le son d'enfants qui savaient qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Ce fut la dernière réunion de famille à laquelle j'ai assisté. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai appris par des proches que Ryan avait fini par retourner vivre dans sa maison, partiellement rénovée. Il a appris à gérer son propre emploi du temps de garde, et à développer peu à peu les compétences d'adulte dont il n'avait jamais eu besoin, tant que quelqu'un d'autre gérait ses responsabilités à sa place. Cathy s'est remariée avec quelqu'un qui avait de meilleures perspectives financières, et Marcus a partagé son temps entre deux foyers où il était sincèrement désiré, plutôt que d'être utilisé comme une arme, dans des luttes de pouvoir familial. Mes parents ont dû réapprendre à cuisiner pour 2 personnes, à gérer leur foyer sans l'aide gratuite de personne, et à remplir leur temps avec des activités qui ne dépendaient pas de la disponibilité de leurs enfants, pour leur fournir un soutien affectif. Quant à moi, j'ai de nouveau été promu. J'ai acheté de meilleurs meubles pour notre maison, et j'ai commencé à fréquenter un homme gentil, qui trouve mon indépendance attirante plutôt que menaçante. Les jumeaux l'appellent par son prénom, et semblent apprécier la présence d'un autre adulte, qui respecte leur espace et leurs opinions. Nous voyons toujours mes parents de temps en temps, mais selon nos termes, avec des attentes claires, et des limites fermes. Ils ont compris que l'accès à leurs petits-enfants nécessite de les traiter, eux et leur mère, avec un respect fondamental. Parfois, je me demande si je devrais me sentir coupable de la tournure qu'ont prise les événements. Mais ensuite, je regarde Lily se produire au concert de son école, où je vois Owen marquer un but au basket. Et je me rappelle que le plus beau cadeau que j'ai jamais fait à mes enfants, c'est de leur avoir appris qu'ils méritent d'être valorisés pour ce qu'ils sont, et non pour le niveau de désagrément qu'ils sont prêts à supporter. Cette leçon valait tout ce qu'elle m'a coûté.